Mon esprit est pareil à la tour qui succombe sous les coups du bélier infatigable et lourd. Il me semble, versé par ce choc monotone qu'on cloue en grande hâte un cercueil quelque part. Pour qui? C'était hier l'été, voici l'automne. Ce bruit mystérieux sonne comme un départ. Le grand voyage. À Madrid, en 1962, dans la clandestinité, Georges Semprin écrivit son livre « Le grand voyage », premier récit sur son expérience du camp. Jamais je n'ai raconté ce voyage. Pendant 20 ans et plus, j'ai essayé d'oublier ce voyage et j'ai oublié ce voyage. C'était la seule façon de m'en sortir. Mais aujourd'hui, personne ne me parle plus de ce voyage. Personne ne me pose plus ces questions stupides. Aviez-vous faim? Aviez-vous soif? Et étiez-vous battu? Peut-être vais-je essayer de raconter ce voyage pour eux, pour ces adolescents, pour eux qui ont atteint la gravité et l'exigence de cet âge, ne serait-ce que pour un seul d'entre eux. Si je raconte ce voyage, il faudra que je commence par Compiègne, puisque c'est à la gare de Compiègne que nous l'avons commencé. Dans la rue que nous avons suivie pour aller à la gare, nous étions en rang par 6, enchaînés 2 à 2. Le jour n'était pas levé. Il n'y avait personne dans les rues. Il n'y avait que des visages fugitivement entrevus à quelques fenêtres et le bruit aigre des réveils dans les maisons encore éteintes. C'est dans un wagon de marchandises, pareil à celui-là que nous avons fait ce voyage. 120 hommes dans chaque wagon pendant 5 jours et 5 nuits. Lorsqu'ils nous ont compté 120 devant le wagon, j'ai eu froid dans le dos en essayant d'imaginer ce que cela pouvait donner. C'était encore pire. Heureusement, il y a eu mon copain de semure. Quand nous sommes montés dans le wagon sous les coups de crosse des SS, il est monté en même temps que moi. La fenêtre, respirez. C'est ce qui compte le plus, tu comprends? Respirez. Et il avait raison. C'était le bon sens en personne, le gars de Semur. Ce fils de vigneron en aurait dit qu'il n'avait fait que ça toute sa vie, voyager avec 119 autres types dans un wagon de marchandises. Respirez, d'abord respirez, disait-il. Pourtant, il est mort à la fin de ce voyage. Je n'aurais peut-être pas dû le dire. Pendant 4 jours et 3 nuits, nous avons été imbriqués l'un dans l'autre, son coude dans mes côtes, mon coude dans son estomac, pour qu'il puisse poser ses 2 pieds bien à plat sur le plancher du wagon. J'ai été obligé de me tenir sur une jambe pour que je puisse en faire autant et sentir les muscles des mollets se décontracter un peu, lui se dresser aussi sur une seule jambe. On gagnait quelques centimètres assis et nous nous reposions à tour de rôle. Autour de nous, c'était la pénombre, avec des respirations haletantes et des poussées subites. Affolé quand un type s'effondrait. Je fermais les yeux. Je rouvrais les yeux.
Tu vois ça? Je lui demande. Eh bien, dit-il, c'est la campagne. C'était la campagne, en effet. La vallée de la Moselle. Je m'efforçais de garder les yeux fermés le plus longtemps possible. Le train roule doucement, avec un bruit d'essieu monotone. Il siffle tout à coup. Ça a dû déchirer le paysage d'hiver comme ça déchire mon cœur. J'ouvre les yeux rapidement pour surprendre le paysage, le prendre au dépourvu. Il est là. Il est simplement là. Il n'a rien d'autre à faire. Je pourrais mourir maintenant debout dans un wagon bourré de futurs cadavres et il n'en serait pas moins là. La vallée de la Moselle serait là. Je ferme les yeux. J'ouvre les yeux. Ma vie n'est plus que ce battement de paupières qui me dévoile la vallée de la Moselle. Tu joues à quoi? Dit le gars de ce mur. T'as des visions? Justement, je dis. Justement pas. On dirait pourtant. On dirait que tu crois pas à ce que tu vois. Justement. Justement si. Ou bien que tu vas tourner de l'œil. Il me regarde avec circonspection. T'en fais pas. Ça va aller, t'es sûr qu'il me demande. Ça va aller, ça va. Je t'assure, ça va en réalité. Il avait 6 pommes au début du voyage, il les a toutes partagées. Moi, je n'avais rien. Il était dans le maquis en même temps que moi et nous nous sommes peut-être rencontrés sans nous connaître. J'aurais pu ne pas parler de ce gars de ce mur. Il a fait ce voyage avec moi et il est mort à mes côtés à la fin de ce voyage. J'ai fini ce voyage avec son cadavre debout contre moi. J'ai décidé de parler de lui, ça me regarde. Personne n'a rien à dire. C'est une histoire entre ce gars de ce mur et moi. Qu'est-ce que tu regardes maintenant? On n'y voit plus. Il a raison. Le soir est tombé. Je ne regarde plus, je reconnais. C'est mauvais, ça. Mauvais. Regarder sans rien voir, rêver les yeux ouverts, mauvais. Et se souvenir aussi. Se souvenir aussi, ça distrait. Ça distrait de quoi? Ça distrait du voyage, ça ramollit. Il faut durer. Mais durer pourquoi? Pour raconter ce voyage? Mais non. Pour en revenir, ce serait trop con, tu trouves pas? Il y en a toujours qui reviennent, raconter aux autres. Ah, j'en suis, dit-il, mais pas pour raconter ça. Je m'en fous pour revenir simplement. Mais tu ne penses pas qu'il faudra raconter? Ah, mais il n'y a rien à dire, vieux. 120 types dans un wagon, des jours et des nuits de voyage, des vieux qui déraillent et se mettent à gueuler. Bah, je me demande ce qu'il y a à raconter. Et au bout du voyage, je lui demande. Sa respiration devient saccadée. Au bout, il ne veut pas y penser, c'est sûr. Il se concentre sur les questions de ce voyage. Il ne veut pas penser au terme de ce voyage. Chaque chose en son temps, dit-il finalement. Tu trouves pas? Mais oui, tu as raison. C'était une question comme ça. Tu poses tout le temps des questions comme ça. Et il ne dit plus rien. Vous êtes des cons! De sales petits emmerdeurs! Vous n'arrêtez pas de raconter vos vies. Emmerdeurs, sale emmerdeurs! C'est comme ça presque depuis le début du voyage. D'après ce que nous avons compris, le type avait une ferme dans une région de maquis. Il a été pris dans une rafle générale quand les Allemands ont voulu nettoyer la région. Ça court les nuits sur les routes, dit la voix haineuse. Ça fait sauter les trains, ça fout la pagaille partout et c'est nous qui payons les pots cassés. M'accusez-moi d'avoir fourni des vivres à ces salauds, mais plutôt me faire couper la main droite, hein. Plutôt les dénoncer, voilà ce que j'aurais dû faire. Ça va comme ça, a dit le gars de ce mur. Fais gaffe à pas te faire couper autre chose. Les couilles en rondelles, tu vas te faire couper, oui? La voix s'arrête. Au début du voyage, le gars de ce mur lui a déjà tapé dessus un bon coup. Le type sait à quoi s'en tenir. C'était quelques heures après le départ.
commençait à peine à réaliser que ce n'était pas une mauvaise blague. Il faudrait vraiment rester des jours et des nuits comme ça, serrés, écrasés, étouffés. Des vieux commençaient à appeler déjà à haute voix. Ils ne tiendraient jamais le coup, ils allaient mourir. Ils avaient raison d'ailleurs. Certains allaient bel et bien mourir. Et puis, il y a des voix qui ont demandé le silence. Un jeune type, il a dit que les copains et lui, ils avaient réussi à camoufler des outils. Ils allaient scier le plancher du wagon dès que la nuit tomberait. Ceux qui voudraient tenter l'évasion avec eux n'auraient qu'à se rapprocher du trou et se laisser tomber bien à plat sur la voie quand le train roulerait doucement. Le gars de ce mur m'a regardé. Je lui ai dit oui de la tête. On en était de ce coup-là, bien sûr qu'on en était. Sans costaud les copains, hein. Avoir passé les outils à travers toutes les fouilles, ça c'est costaud. Dans le silence qui s'est établi, le gars de ce mur a parlé. D'accord, allez-y. Quand vous serez prêts, prévenez qu'on se rapproche. Cette tentative a soulevé un concert de protestation. La discussion a duré une éternité. Tout le monde s'y est mis. Les Allemands allaient découvrir la tentative d'évasion et prendre des représailles. Et puis même si l'évasion réussissait, tout le monde ne pourrait pas partir. Ceux qui resteraient seraient fusillés, c'est certain. C'est dans cette discussion que le gars de ce mur a connu le type. Et il n'y allait pas carte chemin, celui-là. Ce salaud, il a dit carrément que si on commençait à scier le plancher du wagon, il appellerait les sentinelles allemandes au prochain arrêt du train. Nous avons regardé le type. Il se trouvait juste derrière nous. Pas de doute, il avait bien une tête à ça. Alors, le gars de ce mur l'a cogné dessus. Il y a eu des remous et nous avons basculé les uns sur les autres. Le type s'est effondré, le visage en sang. Quand il s'est mis debout et nous a vu autour de lui, ce n'était plus qu'une demi-dizaine de visages hostiles. T'as compris, lui a dit un homme aux cheveux déjà gris. T'as compris, mon salaud? Un geste suspect, un seul, et je te jure que je t'étrangle. Le type a compris. Il a compris qu'il n'aurait jamais le temps d'appeler la sentinelle allemande et qu'il serait mort avant. Il a essuyé le sang sur son visage, et son visage était celui de la haine. Ferme-la maintenant, lui a dit le gars de ce mur. L'évasion a raté. Les gars d'un autre wagon nous ont devancés au cours de la première nuit. Le train s'est arrêté dans un grincement, nous avons entendu des rafales de mitrailleuses et des projecteurs ont balayé le paysage, puis les SS sont venus fouiller wagon par wagon. Ils nous ont fait descendre à coups de matraque, ils ont fouillé les types un à un, ils nous ont fait enlever nos chaussures, et on a été obligés de jeter les outils avant qu'ils n'arrivent à notre wagon. Maintenant, la nuit est là. La nuit qui réveille les fantômes. Dans la cohue noire du wagon, les types se retrouvent tout seuls, avec leur soif, la fatigue, leur angoisse. Il se fait un silence lourd, coupé par quelques plaintes indistinctes et continues. Dis donc, dit le gars de ce mur dans un souffle que je ne connaissais pas. Oui, je lui demande. Il faudrait qu'on essaie de rester ensemble, tu trouves pas? On est ensemble. Je veux dire après, quand on sera arrivé. On essaiera. À deux, ce sera plus facile, tu trouves pas? On tiendra mieux. Il faudrait qu'on soit plus nombreux à être ensemble à deux, cela va être seulement commode. Peut-être, mais c'est déjà quelque chose, ça. Soudain, le train ralentit.
les lumières d'une ville apparaissent. Le train longe des maisons entourées de jardins, des immeubles plus importants ensuite. Il y a de plus en plus de lumière et le train entre en gare. Le gars de ce mur regarde l'horloge de la gare. Il la voit forcément. Mère, petit, il est que 9 heures. Il flotte dans la gare une lumière bleuâtre chichement distribuée. C'est une lumière d'attente. C'est une lumière d'attente que je connais depuis 1936. C'est une lumière pour attendre le moment où il faudra éteindre toutes les lumières. C'est une lumière d'avant l'alerte, mais où l'alerte s'inscrit déjà. Plus tard, dans les camps, j'ai vu comment il fallait éteindre non seulement les lumières, mais aussi le crématoire. Les haut-parleurs diffusaient les communiqués signalant les mouvements des escadres aériennes au-dessus de l'Allemagne. Quand c'était le soir et que les bombardiers arrivaient à une certaine proximité, les lumières du camp s'éteignaient. La marge de sécurité n'était pas grande. Il fallait que les usines tournent et que les arrêts fussent le plus bref possible. Mais à un certain moment, les lumières s'éteignaient quand même. Nous restions dans le noir, à entendre bourdonner des avions plus ou moins lointains. Il est arrivé que le crématoire soit surchargé de travail. Le rythme des morts est une chose difficile à synchroniser avec la capacité d'un crématoire, pour bien équipé qu'il soit. Dans ce cas-là, le crématoire fonctionnant à plein rendement, de hautes flammes orangées dépassaient largement de la cheminée de celui-ci, dans un tourbillon de fumée dense. S'en aller en fumée, c'est une expression des camps. Crématorium! Ausmachen! Disait plusieurs fois la voix. Éteignez, crématoire, éteignez. Ça les embêtait sûrement d'avoir à éteindre les feux du crématoire, ça a diminué le rendement. Les SS n'étaient pas contents, ils aboyaient d'une voix morne et hargneuse. Crématorium! Ausmachen! Nous étions dans le noir et nous entendions le haut-parleur. Cela, c'est plus tard. C'est plus tard dans ce voyage. Pour l'instant, nous sommes dans cette gare allemande. J'ignore encore l'existence et les inconvénients du crématoire les soirs d'alerte. C'est quoi cette ville? Dit le gars de ce mur. Le nom de la gare est écrit sur un panneau. Tu vois? C'est Trèves, je lui réponds. Il y a des gens sur le quai de la gare. Ils viennent de réaliser que nous ne sommes pas un train comme n'importe lequel. Ils ont dû voir les silhouettes s'agiter derrière les ouvertures grillagées. Ils parlent entre eux. Ils montrent le train du doigt. Ils sont tout excités. Je me demande, ces boches, ce qu'ils pensent de nous. Comment ils nous voient. Ils nous voient comme des bandits, des terroristes. Et je dis au gars de ce mur. En un sens, ils n'ont pas tout à fait tort. Tu te rends compte si on était à leur place? Je me rendais compte qu'on ne serait peut-être pas à leur place. C'est-à-dire qu'on serait peut-être comme eux, mystifiés, convaincus du bon droit de notre cause. Il y a un gosse d'une dizaine d'années avec ses parents juste en face de notre wagon. Il écoute ses parents. Il regarde vers nous. Hoche la tête, et puis le voilà qui part en courant, et puis le voilà qui revient en courant, avec une grosse pierre à la main. Et puis le voilà qui s'approche de nous, et qui lance la pierre de toutes ses forces contre l'ouverture près de laquelle nous nous tenons. Nous nous jetons vivement en arrière. La pierre ricoche sur les fils de fer barbelés. Elle a failli atteindre au visage le gars de ce mur. Ah, alors, tu vois, les boches, et les enfants de Bosch, c'est pareil. À ce moment-là, le train démarre de nouveau. Sur le quai de la gare, il reste un gosse d'une dizaine d'années qui nous tend le poing et hurle des insanités. Mets-toi à sa place, j'essaie de l'expliquer. À la place de qui? Bah, de ce gamin, je lui réponds.
Ouais, foutre non. Il garde sa place, ce fils de putain de Bosch. Je ne dis rien. Je n'ai pas envie de discuter. Je me demande combien d'Allemands il va falloir tuer encore pour que cet enfant allemand ait une chance de ne pas devenir un Bosch. Il y est pour rien, ce gosse. Et il y est pour tout, cependant. Ce n'est pas lui qui s'est fait petit nazi, et c'est pourtant un petit nazi. Peut-être n'a-t-il aucune chance de ne plus être petit nazi, de ne pas grandir jusqu'à devenir un grand nazi. En attendant, la seule chose à faire pour que ce gosse ait une chance de ne plus être petit nazi, c'est de détruire l'armée allemande. C'est d'exterminer encore des quantités d'hommes allemands pour qu'ils puissent cesser d'être nazis ou Bosch, selon le vocabulaire primitif et mystifié du gars de Saumur. Dans un sens, c'est ça qu'il veut dire le gars de Saumur. Dans un autre sens, si ce sont des Boches, vraiment, ils ne seront jamais rien d'autre. Leur être Boche est comme une essence que nulle action humaine ne pourra atteindre. C'est une donnée sociale, ce n'est plus une donnée sociale comme d'être allemand et nazi. C'est une réalité qui flotte au-dessus de l'histoire contre laquelle on ne peut rien. Détruire l'armée allemande ne servirait alors à rien. Les survivants ne seraient des Boches, que des Boches, toujours des Boches. Il n'y aurait plus qu'à aller se coucher et attendre que le temps passe. Mais ce ne sont pas des Boches, bien sûr. Ce sont des Allemands, et souvent des nazis. Un peu trop souvent pour le moment. Leur être allemand est trop souvent nazi et fait partie d'une structure historique donnée. Et c'est la pratique humaine qui résout ces questions-là. Mais je ne dis rien en cas de ce mur, je n'ai pas envie de discuter. C'est une histoire à dormir debout. Et effectivement, je dors debout. Verstehen Sie Deutsch? Me demande un soldat allemand. Je dis oui, que je comprends l'allemand. C'est un soldat d'une quarantaine d'années, au visage lourd, ou bien peut-être est-ce le casque qui alourdit son visage, car il a une expression ouverte et un regard net. Je voudrais vous poser une question, dit-il en allemand. Vite, schön, je vous en prie, je dis. Il est à 1 mètre de la grille de la prison d'Auxerre où l'on m'a enfermé. Il a fait un geste pour remettre en place la courroie de son fusil qui avait glissé sur son épaule. Il fait un soleil tiède, nous sommes polis comme tout. Je pense que le gars de la fête gendarmerie qui m'a arrêté est peut-être en train de téléphoner à la Gestapo par acquis de conscience. Peut-être vont-ils faire le rapprochement et trouver qu'en effet c'est étrange que je n'ai rien dit de Jacques alors qu'il vient d'interroger Vacheron qui lui a tout balancé. Peut-être que tout va recommencer. Pourquoi avez-vous été arrêté? Demande le soldat. C'est une question pertinente. Oui, pourquoi suis-je arrêté? En me demandant pourquoi êtes-vous arrêté, il demande aussi pourquoi je suis là à vous garder. Pourquoi ai-je l'ordre de tirer sur vous si vous tentez de fuir? Qui suis-je en somme? Voilà ce qu'il demande, ce soldat allemand. J'essaie de lui expliquer brièvement les raisons qui m'ont conduit ici. Alors vous êtes un terroriste, dit-il. Si vous voulez, je lui réponds, mais ça n'avance à rien. Quoi donc? Ce mot-là, ça ne vous avance à rien. J'essaie de comprendre. J'essaie de lui expliquer pourquoi ce mot de terroriste ne l'avancera pas. Récapitulant, voulez-vous? Ce que vous voulez, c'est défendre votre pays. Mais non, je lui réponds, ce n'est pas mon pays. Comment? Qu'est-ce qui n'est pas votre pays? Mais la France, je lui réponds. La France n'est pas mon pays. Ça n'a pas de sens, dit-il déconcerté. Mais si, je défends mon pays de toute façon, en défendant la France, qui n'est pas mon pays. Quel est votre pays? L'Espagne, je lui réponds. Mais l'Espagne est notre ami, dit-il. Vous croyez? Avant de faire cette guerre-ci, vous avez fait la guerre d'Espagne, qui n'était pas votre ami. Je n'ai fait aucune guerre, dit le soldat sourdement. Vous trouvez, je lui demande. Je veux dire, je n'ai voulu aucune guerre. Vous trouvez, je lui répète. Moi, pas du tout. Mais pourquoi? Il a l'air blessé que je mette en doute sa bonne foi. Parce que vous êtes là avec votre fusil.
C'est vous qui l'avez voulu. Où pourrais-je être? Vous pourriez être fusillé. Vous pourriez être dans un camp de concentration. Vous pourriez être déserteur. Ce n'est pas si facile. Bien sûr. Pensez-vous que c'est facile de se faire interroger par vos compatriotes de la Feldgendarmerie ou de la Gestapo? Je n'ai rien à faire avec la Gestapo. Il a un geste brusque de dénégation. Vous avez tout à faire avec la Gestapo. Rien, je vous assure. Il a l'air affolé. Tout à faire jusqu'à preuve du contraire, j'insiste. Je ne voudrais pas. De toute mon âme, je ne voudrais pas. Il a l'air sincère. Il a l'air désespéré à l'idée que je le range avec ses compatriotes de la Gestapo. Alors je lui demande, pourquoi êtes-vous ici? C'est la question, dit-il. Exactement la question. C'est l'essence historique commune à nous tous qui nous faisons arrêter en cette année 1943. C'est la question de la liberté. C'est dans la mesure où nous participons de cette liberté que nous nous ressemblons, que nous nous identifions, nous qui pouvons être si dissemblables. C'est dans la mesure où nous participons de cette liberté que nous nous faisons arrêter. C'est donc notre liberté qu'il faut interroger et non pas notre état d'arrestation. Notre condition de prisonnier est « je suis emprisonné parce que je suis un homme libre ». Parce que je me suis vu dans la nécessité d'exercer ma liberté, que j'ai assumé cette nécessité. Pour le soldat allemand, il est ici parce qu'il n'est pas ailleurs, parce qu'il n'a pas senti la nécessité d'être ailleurs, parce qu'il n'est pas libre. Lui, il faudrait le comprendre. Il est né à Hambourg, il y a vécu et travaillé, il a été souvent chômeur, et cela fait des années qu'il ne comprend pas pourquoi il est ce qu'il est. Demandez donc à cet Allemand qui a été chômeur pratiquement tout le temps de sa vie, jusqu'au jour où le nazisme a remis en marche la machine industrielle de l'Allemagne, la remilitarisation. Demandez-lui pourquoi il n'a pas fait sa vie, pourquoi il n'a pu que subir l'être de sa vie. Nous sommes chacun d'un côté de la grille, et je n'ai jamais si bien compris pourquoi je combattais. Il fallait rendre habitable l'être de cet homme, ou plutôt l'être des hommes comme cet homme, car pour cet homme sûrement c'était déjà trop tard. Ce n'était pas plus compliqué que ça finalement. Bien si, c'est bien la chose la plus compliquée du monde, parce qu'il s'agit tout simplement d'instaurer la société sans classe. Il n'en était pas question pour ce soldat allemand. Pour lui, il fallait vivre et mourir dans son être inhabitable, opaque, incompréhensible pour son propre regard. Rapproché de celle-ci. Hier après-midi, je lui demande. Son visage se crispe. Il me regarde fixement. Quoi donc? Étiez-vous de service hier après-midi? Il secoue la tête. Non, je n'en ai pas fait partie. Nous nous regardons sans rien dire. Mais si on vous avait désigné? Il ne répond pas. Que peut-il répondre? Si on vous avait désigné, j'insiste, vous auriez fait partie du peloton d'exécution? Il a un regard de bête traquée. Il avale sa salive avec effort. Vous auriez fusillé mon camarade? Il ne dit rien. Que pourrait-il dire? Il baisse la tête, il bouge les pieds sur le sol humide, il me regarde. Je m'en vais demain, dit-il. Où ça? Sur le front russe. Ah, vous
Vous allez voir ce que c'est qu'une vraie guerre. Il me regarde, il hoche la tête, il parle d'une voix blanche. Vous souhaitez ma mort? Je souhaite sa mort. Non, mais il a raison d'une manière certaine, je souhaite sa mort. Dans la mesure où il continue d'être un soldat allemand, je souhaite sa mort. Dans la mesure où il persévère dans son être soldat allemand, je souhaite qu'il connaisse l'orage de fer et de feu, les larmes et les souffrances. Je souhaite de voir répandu son sang de soldat allemand de l'armée nazie. Faut pas m'en vouloir, je dis. Mais non, c'est normal, dit-il. Je voudrais bien pouvoir vous souhaiter autre chose, lui dis-je. Il a un sourire accablé. Il est trop tard. Je me souviendrai de nos conversations. Il sourit de nouveau. Peut-être aurais-je de la chance. Peut-être que je m'en sortirai. Je le souhaite. Mais non, dit-il. Vous souhaitez ma mort. Je souhaite l'anéantissement de l'armée allemande. Et je souhaite que vous vous en sortiez. Il me regarde. Il hoche la tête. Il dit merci. Il tire sur la courroie de son fusil. Et il s'en va. Fait soif. Ouais, comment? Il reste un peu de dentifrice. Ouais, allons-y. C'est encore un truc du Katzenur en Auxois. Il a dû préparer son voyage comme on prépare une expédition polaire. Il a pensé à tout, le gars. La plupart des types avaient camouflé dans leurs poches des bouts de saucisson, du pain, des biscuits. Or, ces nourritures solides, consistantes, ne feraient qu'aiguiser leur soif. On pouvait bien rester quelques jours sans manger, puisque de toute façon, on allait être immobile. C'était la soif le plus grave. Il a donc camouflé dans ses poches quelques petites pommes croquantes et juteuses et un tube de dentifrice. Les pommes, c'était ça. Dentifrice. C'était un trait de génie. On étendait sur nos lèvres une mince couche de dentifrice et quand on respirait, la bouche se remplissait d'une fraîcheur mentholée bien agréable. Les pommes sont finies depuis longtemps, car il les a partagées avec moi. Il me tend le tube de dentifrice et j'en mets un peu sur mes lèvres. Je lui rends le tube. Le train roule plus vite maintenant, presque aussi vite qu'un vrai train qui irait quelque part. Pourvu que ça dure. Quoi donc? La vitesse, je réponds. Ah merde, oui, dit-il. Je commence à en avoir ma claque. Le train roule. Et le wagon est un bruissement rauque de plaintes, de cris étouffés, de conversations. Des corps entassés, ramollis par la nuit, forme d'une gelée épaisse qui oscille brutalement à chaque tournant de la voie. Puis subitement, il y a de longs moments de silence pesant, comme si tout le monde sombrait ensemble dans la solitude de l'angoisse, dans un demi-sommeil de cauchemar. Ce demi-sommeil de cauchemar, où l'on ne sait plus si les choses sont pour de vrai ou si elles ont vraiment eu lieu. Ça pourrait ressembler à ce qui s'est passé plus tard.
grande place d'Appel était déserte sous le soleil du printemps et je me suis arrêté le cœur battant. Je ne l'avais encore jamais vu vide. Il faut dire que je ne l'avais même jamais vu réellement, ce que l'on appelle voir. Je ne l'avais pas encore vu vraiment. D'une des baraques d'en face, jaillissait doucement dans le lointain un air de musique lente, joué sur un accordéon. Il y avait cet air d'accordéon, infiniment fragile. Il y avait les grands arbres au-dessus des barbelés. Il y avait le vent dans les hêtres et le soleil d'avril au-dessus du vent et des hêtres. Je voyais ce paysage qui avait été le décor de ma vie 2 ans durant. Je le voyais pour la première fois. Je le voyais de l'extérieur, comme si ce paysage qui avait été ma vie jusqu'à avant-hier se trouvait de l'autre côté du miroir à présent, avec cet air d'accordéon joué par un Russe dans cette baraque d'en face, car seul un Russe peut tirer d'un accordéon une musique fragile et puissante, dansant avec ce frémissement des hêtres dans le vent des blés sur la plaine sans fin. Cet accordéon, cet air, c'était le lien avec ma vie et ces 2 dernières années. C'était comme un adieu à cette vie, comme un adieu à tous les copains qui étaient morts au cours de cette vie-là. Je me suis arrêté sur la grande place d'Appel déserte. Il y avait le vent, le soleil d'avril au-dessus du vent et des hêtres. Il y avait aussi, à droite, le bâtiment trapu crématoire. Et à gauche, il y avait aussi le manège où l'on exécutait les officiers commissaires et les communistes de l'armée rouge. Hier, 12 avril, j'allais visiter le manège. C'était un manège comme n'importe quel manège. Les officiers y venaient faire du cheval. Ces dames des officiers SS aiment faire du cheval. Il y avait aussi dans le bâtiment des vestiaires une salle de douche spéciale. On y introduisait l'officier soviétique. On lui donnait un morceau de savon et une serviette éponge et l'officier soviétique attendait que l'eau jaillisse de la douche. Mais l'eau ne jaillissait pas. À travers une meurtrière dissimulée dans un coin, un SS envoyait une balle dans la tête de l'officier soviétique. C'était par une pièce voisine. Il visait posément la tête de l'officier soviétique. Il lui envoyait une balle directement dans la tête. Nous, on enlevait le cadavre. On ramassait le savon et la serviette éponge et on faisait couler l'eau de la douche pour effacer les traces de sang. Quand vous aurez compris le simulacre de la douche et du morceau de savon, vous comprendrez la mentalité des SS. Ça n'a aucun intérêt de comprendre la mentalité des SS. Il suffit de les exterminer. J'étais debout. C'était le mois d'avril. J'avais plus du tout envie que ces filles au bas de soie bien tirées, aux jupes bleues bien plaquées sur des croupes appétissantes viennent visiter mon camp. Je n'en avais plus du tout envie. Ce n'était pas pour elles. Cet air d'accordéon dans la douceur du mois d'avril, j'avais envie qu'elles fichent le camp tout simplement. Seulement, elles étaient là. Ça a l'air pas mal du tout, a dit l'une d'elles à ce moment. Oui, je l'ai dit. Je me suis mis en marche vers le bâtiment du crématoire. C'est la cuisine, ça? A demandé l'autre fille. Vous allez voir, j'ai répondu. Marchant sur la grande place d'Appel, et l'air d'accordéon s'efface dans le lointain. Elle n'en finira pas cette nuit, dit le gars de ce mur. Je sors de ma torpeur. Nous sommes brisés. La nuit n'en finit pas. Nous ne pouvons plus du tout bouger les pieds à cause d'un vieillard qui est mort en disant « Vous vous rendez compte ? Vous ne pouvez quand même pas lui marcher dessus. » Je ne dirais pas au gars de ce mur que toutes les nuits finissent, car il en arrivera à me taper dessus d'ailleurs. Et ce ne serait pas vrai. À ce moment précis, cette nuit n'en finira pas. À ce moment précis, cette 4e nuit de voyage n'en finira pas. Oh vieux, dit le gars de ce mur, je ne dors pas. Je commence à en avoir ma claque, il dit. Moi aussi, certainement. Mon genou droit me fait de plus en plus mal et il enfle à vue d'œil. T'as une idée de ce que ça peut être où on va? Ça alors, pas la moindre idée.
Nous restons à essayer d'imaginer ce que cela peut être, comment cela peut être où l'on va. Je sais maintenant. J'y suis entré une fois. J'y ai vécu 2 ans. Et maintenant, j'y rentre de nouveau, avec ces filles invraisemblables. Je tiens à dire qu'elles sont invraisemblables que dans la mesure où elles sont réelles, où elles sont telles que les filles sont en réalité. C'est leur réalité même qui me paraît invraisemblable. Mais le gars de ce mur, lui, ne saura jamais comment c'est exactement ce que nous allons voir, où nous allons, et que nous essayons d'imaginer au cœur de la 4e nuit de ce voyage. Je vais montrer les filles par la petite porte du crématoire, celle qui mène directement à la cave. Elles viennent de comprendre que ce n'était pas la cuisine. Elles se taisent subitement. Je leur montre les crochets où on pendait les copains, car la cave du crématoire servait aussi de salle de torture. Je leur montre les nerfs de bœuf et les massues qui sont restés sur place. Je leur explique à quoi cela servait. Je remonte les monte-charges qui menaient les cadavres jusqu'au 1er étage, directement dans les fours. Nous montons au 1er étage et je leur montre les fours. Ils n'ont plus rien à dire, les petites. Elles me suivent. Je leur montre la rangée de fours électriques et les cadavres à moitié calcinés qui sont restés dans les fours. Je ne reparle qu'à peine. Je leur dis simplement, voilà, voilà. Il faut qu'elles voient, qu'elles essaient d'imaginer. Elles ne disent plus rien. Peut-être qu'elles imaginent. Je les fais sortir du crématoire sur la cour intérieure entourée d'une haute palissade. Là, je ne dis plus rien du tout. Je les laisse voir. Il y a, au milieu de la cour, un entassement de cadavres qui atteint bien 4 mètres de hauteur. Un entassement de squelettes jaunis, tordus, au visage d'épouvante. L'accordéon, maintenant, joue un copac endiablé et sa rumeur arrive jusqu'à nous. L'allégresse du copac danse sur cet entassement de squelettes qu'on n'a pas eu encore le temps d'enterrer. On était en train de creuser la fosse de ces morts de la dernière journée qui sont restés sur place lorsque les SS ont pris la fuite. Ils ont laissé s'éteindre le crématoire. Je pense, en regardant les corps décharnés, os saillants, aux poitrines creuses qui s'entassent au milieu de la cour du crématoire sur 4 mètres de hauteur, que c'était là mes camarades. Je pense qu'il faut avoir vécu leur mort comme nous l'avons fait, nous qui avons survécu, poser sur eux ce regard pur et fraternel. J'entends au moins le rythme allègre du copac. Je me dis que ces jeunes femmes de Passy n'ont rien à faire ici. C'était idiot d'essayer de leur expliquer. Plus tard, dans 1 mois, dans 15 ans, je pourrais peut-être expliquer tout cela à n'importe qui. Mais aujourd'hui, sous le soleil d'avril, parmi les êtres puissants, tous ces morts horribles et fraternels n'ont pas besoin d'explication. Ils ont besoin d'un regard pur et fraternel. Ils ont besoin que nous vivions tout simplement, que nous vivions de toutes nos forces. Nous sommes projetés les uns contre les autres. Il s'arrête en plein milieu de l'obscurité. Cette nuit, bon Dieu, n'en finira jamais, dit le gars de ce mur. Quelle heure peut-il être? Dit une voix derrière nous. Personne ne répond puisque personne ne sait l'heure qu'il peut être. C'est la nuit simplement. La nuit dont on ne voit pas le bout d'ailleurs. À ce moment, la nuit n'a pas de bout. Elle est
réellement éternelle, elle s'est installée à jamais dans son être de nuit sans fin. Même si nous avions pu garder nos montres, même si les SS n'avaient pas pris toutes nos montres, même si nous pouvions voir l'heure qu'il est, je me demande si cette heure aurait une signification concrète. On bouge pas, ça fait des heures qu'on bouge pas, dit une autre voix derrière nous. Dans la nuit, je commence à distinguer les voix de ce voyage. Tu croyais peut-être qu'on avait priorité, dit quelqu'un d'autre. Plus tard, dans quelques mois, je saurai quelle sorte de voyage ils font faire aux Juifs, à ceux qui avaient priorité. Den Mundsee in Main in der Rio wie Achulem es mich alles vor was es ist du Chevalier du so begleich du mein Mutter wo sie man steht le West, mein Himmel dort aus Iran, meine kindische Juden vertraut. Hoi, 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 West, man steht le West, mein Himmel dort aus Iran, meine kindische Juden verbracht. Jeden Schabbos flög ihr laufen mit einem Jägerlein. Nicht zum Mittag die Kliniken, Bäume laut von im Telefon taten. Man steht im West, mein Himmel dort aus sich aus, meine kindische Jugend vertraut. Lors de la grande offensive soviétique d'hiver en Pologne, ils évacuaient les Juifs des camps de Pologne. Ceux qui n'avaient pas eu le loisir d'être exterminés, ou bien peut-être pensaient-ils pouvoir encore les faire travailler un peu. Ça a été un rude hiver, l'hiver de l'année prochaine. J'ai vu arriver des trains de Juifs, les transports des Juifs évacués des camps de Pologne. Ils étaient près de 200 dans chaque wagon cadenassé, près de 80 de plus que nous. Les Juifs de Pologne ont voyagé 6 jours, 8 jours. 10 jours, parfois dans le froid, rude hiver, sans manger, bien entendu, sans boire. À leur arrivée, quand on tirait les portes coulissantes, personne ne bougeait. Pour trouver quelques survivants, car il y avait des survivants, il fallait écarter la masse gelée des cadavres juifs de Pologne, morts debout, gelés debout. Ils tombaient comme des quilles sur le quai de la gare de Caen. Ceux qui sortaient du wagon, les quelques survivants, se mettaient en marche vers l'entrée du camp. Certains tombaient pour ne plus se relever, d'autres se relevaient, d'autres se traînaient littéralement vers l'entrée du camp. Un jour, dans la masse agglutinée des cadavres d'un wagon, nous avons trouvé 3 gosses juifs. L'aîné avait 5 ans. Les copains allemands résistants du Lagerschuss les ont escamotés sous le nez des SS. Ils ont vécu au camp. Ils s'en sont sortis, ces 3 orphelins juifs que nous avions trouvés dans la masse congelée des cadavres. C'est ainsi, dans ce rude hiver de l'année prochaine, que je saurai comment ils font voyager les Juifs. Il y a cette autre histoire que je dois raconter aujourd'hui. Celle des enfants juifs qui sont morts.
l'histoire de leur mort dans la grande avenue qui conduisait à l'entrée du camp sous le regard de pierre des aigles nazis, ces statues de marbre qui ornaient l'avenue. Les enfants juifs ne sont pas arrivés en pleine nuit, comme nous. Ils sont arrivés dans la lumière grise de l'après-midi. C'était le dernier hiver de cette guerre-là, l'hiver le plus froid de cette guerre dont l'issue s'est décidée dans le froid et dans la neige. Les routes étaient couvertes de neige et dans les camps de quarantaine, on s'enfonçait dans la neige jusqu'aux genoux. Les Juifs de Pologne étaient entassés dans des wagons de marchandises, comme je l'ai dit, près de 200 par wagon. Et ils avaient voyagé pendant des jours et des jours, sans manger, sans boire, dans le froid de cet hiver. La plupart de ces Juifs étaient morts debout de froid. Dans un de ces wagons, quand on a écarté l'entassement des cadavres gelés, collés souvent les uns aux autres, on a découvert un groupe d'enfants juifs. Cette fois, ce sont les SS qui les ont trouvés. Tout à coup, sur le quai de la gare, sur la neige, parmi les arbres couverts de neige, il y a eu un groupe d'enfants juifs. Une quinzaine, en regardant autour d'eux, étonnés, regardant les cadavres entassés comme des troncs d'arbres déjà écorcés. Les SS ont l'air d'abord embêtés, comme s'ils ne savaient que faire de ces enfants de 8 à 12 ans, à peu près, bien que certains, par leur extrême maigreur, par l'expression de leur regard, eussent l'air de vieillards. Quand les SS ont décidé, ils sont revenus en force. Ils avaient dû recevoir des instructions précises. Ou bien leur avait-on donné carte blanche? Peut-être leur avait-on permis d'improviser la façon dont ces enfants allaient être massacrés. En tout cas, ils sont revenus en force, avec des chiens qui aboyaient bruyamment. Ils criaient des plaisanteries qui les faisaient s'esclaffer. Ils se sont déployés en arc-cercle. Et ils ont poussé devant eux, sur la grande avenue, cette quinzaine d'enfants juifs. Je me souviens, les gosses, ils regardaient autour d'eux, et regardaient les SS. Ils ont dû croire au début qu'on les escortait simplement vers le camp, mais les SS ont lâché les chiens. Ils se sont mis à taper des coups de matraque sur les enfants pour les faire courir, pour faire démarrer cette chasse à courre sur la grande avenue de chasse qu'ils avaient inventée. Et les enfants juifs, sous le coup des matraques, se mirent à avancer, houspillés par les chiens, sautant autour d'eux, les mordant aux jambes, sans aboyer ni grogner. C'étaient des chiens dressés. Les enfants juifs se sont mis à courir sur la grande avenue vers la porte du camp. Peut-être à ce moment-là, ils n'avaient pas encore compris ce qui les attendait. Peut-être ont-ils pensé que c'était qu'une dernière brimade avant de les laisser rentrer au camp. Les enfants couraient, avec leurs grandes casquettes à longue visière enfoncées jusqu'aux oreilles, et leurs jambes bougeaient de façon maladroite, à la fois saccadée et lente, comme au cinéma, comme dans un vieux film muet, comme dans les cauchemars où l'on court de toutes ses forces, sans arriver à avancer d'un pas. Et cette chose qui vous suit, et cette chose qui va vous rattraper, et elle vous rattrape, et vous vous réveillez avec des sueurs froides. Et cette chose, cette meute de SS et de chiens qui couraient derrière les enfants juifs, eut bientôt englouti les plus faibles d'entre eux, ceux qui n'avaient que 8 ans, peut-être, ceux qui n'avaient bientôt plus la force de bouger, piétinés, matraqués par terre et qui restèrent étendus le long de l'avenue, jalonnant de leur corps maigre disloqué la progression de cette chasse à courre, de cette meute qui déferlait sur eux. Et il n'en resta bientôt plus que 2, un grand et un petit, ayant perdu leur casquette dans leur course éperdue, et leurs yeux brillaient comme des éclats de glace dans leur visage gris. Et le plus petit commençait à perdre du terrain. Les SS hurlaient derrière eux, et les chiens aussi ont commencé à hurler, car l'odeur du sang les affolait. Alors, le plus grand des enfants a ralenti sa course pour prendre la main du plus petit qui trébuchait déjà. Le plus grand des enfants a ralenti sa course pour prendre la main du plus petit qui trébuchait déjà. Ils ont fait encore quelques mètres ensemble, la main droite de l'aîné serrant la main gauche du plus petit, droit devant eux, jusqu'au moment où les coups des
sont abattus ensemble, face contre terre, leurs mains serrées à tout jamais. Les SS se sont rassemblés, les chiens grondaient. Ils ont refait le chemin en sens inverse, tirant une balle à bout portant dans la tête de chacun des enfants tombés sur la grande avenue, sous le regard vide des aigles hitlériens. L'histoire des enfants juifs, leur mort sur la grande avenue du camp au cœur du dernier hiver de cette guerre-là, cette histoire jamais dite, enfouie comme un trésor mortel au fond de ma mémoire, la rongeant d'une souffrance stérile, peut-être était-il venu le moment de la dire, de cet espoir dont je parlais au début de mon récit. Peut-être était-ce par orgueil que je ne l'avais jamais raconté à personne. Par orgueil peut-être, comme si cette histoire ne concernait pas tout le monde et surtout ces enfants qui ont 16 ans aujourd'hui. Comme si j'avais le droit, la possibilité même de la garder pour moi plus longtemps. C'est vrai que j'avais décidé de l'oublier. J'avais décidé aussi de ne jamais être un ancien combattant. J'avais oublié, j'avais tout oublié. Et après ces longues années d'oubli volontaire, non seulement je peux raconter cette histoire, mais il faut que je la raconte. Oui, il faut que je parle non des choses qui sont arrivées, pas en mon nom personnel, mais l'histoire des enfants juifs, au nom des enfants juifs. L'histoire de leur mort dans la grande avenue qui conduisait à l'entrée du camp. Le train repart sans prévenir. Et pour l'instant, en cette année, c'est moi qui suis encore dans le train, à côté de mon copain de Semur pour la terrible dernière nuit de ce voyage. À côté de lui, lorsque la nuit la plus noire survint. Les hommes, serrés dans ce wagon de marchandises, affolés, étouffent. Les gars commencent à s'évanouir. Ils s'effondrent. Ils en entraînent d'autres dans leur chute. Ceux qui tombent sous la masse des corps étouffent à leur tour, poussent de toute leur force pour se dégager, n'y arrivent pas ou à peine. Ils crient de plus belle, hurlent qu'ils vont mourir. Ça fait un vacarme assourdissant, un désordre absolu. Et puis, cette plainte, à l'autre bout du wagon, cette plainte interminable, inhumaine, dont on souhaite pourtant ne pas entendre la fin, qui voudrait dire que cet homme, cette bête, cet être qui l'a poussé est mort. Cette plainte inhumaine est le signe encore d'une vie d'homme se débattant. Le gars de ce mur, à la bouche ouverte, comme un poisson. Il essaie d'avaler le plus d'air possible. Il s'approche de moi, essaie de prendre appui d'une main sur la paroi du wagon vers laquelle nous avons été rejetés. Peu à peu, je me redresse le plus possible. Le gars de ce mur arrive à retrouver son équilibre. Il sourit, mais il ne dit rien. Il ne dit plus rien. Puis le train ralentit. Enfin. Et s'arrête. Un silence se fait dans le wagon. Un silence d'une qualité particulière. Qu'est-ce qu'on voit ? Demande quelqu'un. Rien, dit l'un d'eux qui se trouve près d'une ouverture. Tout à coup, on entend des bruits de bottes sur le ballast de la voie. Le gars de ce mur sourit
faiblement. Et il hoche la tête. Ça n'a pas l'air de l'emballer, le gars de ce mur, cette idée qu'on est au bout du voyage pratiquement. « Ça va pas, vieux ?» je lui demande. Il ne répond pas aussitôt. Il a un sourire figé et un regard de surprise intense. La pression de ses bras sur mes épaules devient convulsive. Sa voix basse est rauque. Comment pourrais-je le laisser? Son corps se raidit brusquement et il devient lourd. J'ai failli m'écrouler au milieu de la masse sombre et haletante dans le wagon avec ce poids subitement de pierres lourdes et mortes à mon cou. J'essaie de prendre appui sur ma jambe valide, celle dont le genou n'est pas enflé et douloureux. J'essaie de me redresser, de soutenir en même temps ce corps devenu lourd, infiniment abandonné à son propre poids mort, le poids de toute une vie brusquement envolée. Soudain, une lumière crue et des aboiements de chiens. En face de nous, sur un quai de gare assez large qui illumine des projecteurs à 5 ou 6 mètres des wagons, une longue file de SS attend. Ils sont immobiles comme des statues, leur visage caché par l'ombre des casques que la lumière électrique fait reluire. Ils se tiennent les jambes écartées, le fusil appuyé sur la botte qui chausse leur jambe droite, tenant le canon à bout de bras. Certains tiennent des chiens en laisse, des chiens lourds qui aboient vers nous, vers le train. Ce sont des chiens qui savent à quoi s'en tenir, bien sûr. Ils savent que leurs maîtres vont les laisser foncer vers ces ombres qui vont sortir des wagons fermés et silencieux. Ils aboient rageusement vers leur future proie. Un ordre bref retentit et des coups de sifflet jaillissent d'un peu partout. Les chiens dressés aboient et les SS se mettent à hurler eux aussi. Cela fait un vacarme assourdissant. Alors, les portes du wagon coulissent brutalement. La lumière nous frappe au visage, nous aveugle comme une ritournelle gutturale. Le cri jaillit que nous connaissons déjà et qui sert aux SS à formuler pratiquement tous leurs ordres. Lâche! 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 Les gars commencent à sauter sur le quai par grappes de 5 ou 6 à la fois, se bousculent souvent, ne mesurent pas une langue, ou bien ils se gênent mutuellement, ils s'étalent à plat ventre sur la neige boueuse du quai. Parfois ils trébuchent sous les coups des crosses que les SS distribuent au hasard en soufflant bruyamment comme des bûcherons. Les chiens foncent vers les hommes, au sol et toujours ce cri qui domine le vacarme claquant sèchement au-dessus du tourbillon désordonné. Lâche! 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 Le vide se fait autour de moi. Je tiens toujours le gars de ce mur sous les aisselles. Il va falloir que je le quitte. Il faut que je saute sur le quai dans la cohue. Si j'attends trop longtemps et que je saute seul, tous les coups vont être pour moi. Je sais déjà que les SS n'aiment pas les retardataires. C'est fini. Ce voyage est fini. Je vais laisser mon copain de ce mur. J'allonge son cadavre sur le plancher du wagon. C'est comme si je déposais ma propre vie passée, tous les souvenirs qui me reliaient encore au monde d'autrefois. Tout ce que je lui avais raconté au cours de ces journées et de ces nuits interminables. Le gars de ce mur est mort. Je l'ai déposé sur le plancher à côté des autres morts de ce voyage. Je suis tout seul. Je marche vers la porte pour sauter sur le quai dans la lumière aveuglante. Je vois que pour moi aussi, il me faut quitter le